Bonjour à nouveau à tous. Alors, je ne peux pas vous regarder tous dans les yeux, comme on nous a demandé ce matin, mais j'espère que vous me voyez réciproquement. Alors, je vais vous parler des avancées de notre projet Bocage forestier, dont l'objectif principal est d'améliorer la résistance des forêts de plantation, on va dire des grands paysages de forêts de plantation forestières, et plus particulièrement la forêt des Landes de Gascogne, qui est la plus grande forêt de plantation d'Europe. Alors, c'est un projet qui repose sur un concept, les solutions fondées sur la nature, et qui utilise une méthode qui est le laboratoire vivant, le Living Lab. Donc, j'espère être un peu dans le sujet de la journée. C'est un projet qui est coordonné par un assemblage ou un attelage un petit peu baroque, pour ceux qui connaissent un peu la forêt, c'est-à-dire un institut de recherche, l'INRAE, et une coopérative forestière qui s'appelle Alliance. Et au milieu de ça, il y a aussi nos collègues de l'UFC, qui est une ONG qui travaille à l'interface entre la recherche et le développement. Donc avant d'aller sur les résultats, je voudrais quand même vous parler un petit peu du contexte global qui explique un peu pourquoi on s'est lancé dans ce projet-là. Et ce contexte, c'est assez clairement le fait que les grandes monocultures d'arbres, vous le savez sans doute, sont très exposées et sont très vulnérables aux aléas, notamment abiotiques, avec des grandes pertes, des grands chablis quand il y a des tempêtes, comme celle que vous voyez ici, la tempête Klaus en 2009, qui avait fait plus de 40 millions de mètres cubes d'arbres couchés en l'espace d'une nuit dans la forêt des Landes de Gascogne. Et aussi, par exemple, ces grands incendies dont on se souvient sans doute il y a 2-3 ans, notamment l'incendie de Landiras, avec des milliers d'hectares qui sont aussi brûlés. Et alors c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est pour rappeler un petit peu le contexte, que la zone qui a été brûlée dans cet incendie, en fait, c'est exactement la zone qui avait été reboisée après la tempête de 2009. Et donc 15 ans plus tard, la reconstitution à l'identique d'une grande monoculture homogène, non seulement en termes d'espèces, une seule espèce, mais aussi du même âge, puis ça a été reboisé sur l'espace de 2-3 ans, a créé cette grande surface homogène avec un combustible idéal pour un incendie. Et donc ça explique cet effet en cascade de la reconstitution de ces monocultures sur des grandes surfaces. Vous connaissez aussi sans doute ces épisodes d'attaque d'insectes ravageurs qu'on appelle les scolites, qui ont, à l'issue de la période sèche et d'années assez chaudes en termes de température, provoqué des pullulations et tué des millions d'arbres, notamment ces grandes plantations d'épicéas du nord-est de la France, mais aussi du centre de l'Europe jusqu'en Scandinavie. Et là encore, l'explication, c'est une masse de ressources à disposition de ces pullulations pour se reproduire, et en plus, la capacité de bénéficier d'un changement climatique. Alors, pour conforter un peu ce résultat-là, je vous montre les résultats de cette étude que l'on a publiée, l'année dernière, qui est basée sur une analyse rétrospective des images satellitaires qui couvraient l'Europe, et qui montre que sur les 40 dernières années, on a une augmentation des dégâts forestiers qui sont aussi bien en termes d'effets, d'impact des incendies, des tempêtes, mais aussi des insectes. Et ce que l'on voit, c'est que deux choses importantes, non seulement ça augmente, mais en plus ça s'accélère. Et enfin, on a un changement du régime des grandes causes de dépérissement des arbres ou des mortalités, où on voit que les insectes ravageurs passe devant finalement l'impact des tempêtes et des incendies, avec un niveau de 1 à 30 à peu près en termes d'impact. Et ça s'explique encore une fois très clairement par ce changement climatique qui rend les arbres plus vulnérables à cause des incendies, des tempêtes et de la sécheresse, mais aussi qui favorise le développement des insectes, puisqu'ils font plus de générations par an, et donc ils peuvent multiplier leur population, et donc attaquer plus facilement les arbres. Donc on est dans un contexte où la pression sur les forêts augmente, liée non seulement, comme je le disais tout à l'heure, au changement climatique, mais aussi au fait qu'on est sur une masse importante de forêts de plantation qui sont plutôt de type monocultural. Et là, je voudrais rappeler également le fait que la recherche montre depuis maintenant une 15-20 ans, a accumulé suffisamment de données pour expliquer que la diversité des forêts est un gage de résistance ou de résilience à ces aléas qui sont en augmentation. Là, j'ai résumé sur la gauche, avec cette petite infographie,
les résultats de pas mal de méta-analyses où on montre qu'en fait que les forêts diversifiées par rapport à des forêts monoculturales utilisant les mêmes essences permettent une meilleure résistance à de nombreux aléas. Donc ici, vous voyez, bon, je reste à côté du micro, ici vous voyez une meilleure résistance aux insectes ravageurs indigènes, mais aussi exotiques, aux pathogènes, une meilleure résistance aux tempêtes, aux incendies, tout en garantissant quand même une productivité, une production de biomasse, une capacité à stocker du carbone importante. Donc on a cette information que la diversité des forêts peut aider à limiter l'impact du changement climatique médié par les aléas que sont les incendies, les tempêtes ou les attaques d'insectes. Avec la même étude satellitaire que je vous présentais tout à l'heure, on montre aussi que l'homogénéité du paysage forestier s'accompagne d'une augmentation de la vulnérabilité aux dommages. Donc dans la zone où le marron est plus foncé, ça veut dire que plus l'espace forestier était homogène en termes de structure et de composition, plus les dégâts étaient importants, aussi bien en termes d'incendies, de tempêtes que d'insectes ravageurs. Donc on est dans ce système-là où d'un côté on a une augmentation des pressions et de l'autre côté on a des informations qui nous disent que l'homogénéité augmente la vulnérabilité ou que inversement la diversité favorise la résistance ou la résilience. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dans un premier temps essayer de se dire on va diversifier les essences à l'échelle du peuplement, mais on se heurte à ce moment-là à des difficultés socio-économiques de la part des propriétaires forestiers qui ont un peu de réticence à mélanger les espèces pied à pied parce que c'est plus compliqué à gérer, parce que ça a des coûts supplémentaires. Donc ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est une autre solution, c'est de se dire, bon, comme je vous l'ai montré, l'homogénéité du paysage est un gage de sensibilité, donc on va essayer de rendre les paysages forestiers plus hétérogènes. Donc plus hétérogène, ça veut dire quoi? Moins de combustible ou moins de ressources pour la reproduction des insectes ravageurs ou de combustible pour les incendies, mais aussi plus de capacité de barrière, de limite à la propagation de ces aléas, à la diffusion de l'incendie ou au vol des insectes. Et donc pour cela, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir essayer d'augmenter la diversité en termes de composition et de configuration de ces paysages forestiers? Mais là, on se heurte à un nouveau problème qui est la trajectoire pour changer un paysage qui serait plutôt homogène, comme sur ce schéma-là ici. Donc là, je vous ai symbolisé en vert des plantations de conifères, par exemple, de pins maritimes, et puis quelques îlots de feuillus ici. Comment on fait pour passer de ce paysage assez homogène en termes de composition à un paysage hétérogène ici? On est limité par la durée de révolution des arbres et des peuplements, qui fait que pour changer d'usage des terres, il faut attendre que un des peuplements vieillisse, par exemple celui-ci, que l'on le coupe et puis qu'on le transforme, et puis qu'on l'occupe avec un nouveau usage des terres, qui serait par exemple des plantations ou de la régénération de feuillus. Donc on voit bien que pour cette trajectoire, il va nous falloir plusieurs décennies pour attendre que les peuplements soient suffisamment âgés pour qu'on les exploite et qu'on les remplace. Et donc ça prend un temps de plusieurs décennies. Et puis en plus se pose un problème de gouvernance, c'est-à-dire qui va accepter de ne plus gérer une plantation de pins pour faire du bois d'œuvre et accepter qu'on le remplace par des îlots de feuillus pour la conservation de la biodiversité par exemple. Donc cette double contrainte temporelle et d'usage des terres limite la capacité qu'on a à transformer de façon active et rapide, on va dire, les paysages forestiers. Alors une autre solution que l'on peut imaginer, c'est au lieu de substituer, c'est de rajouter. Et donc pour augmenter la diversité ou l'hétérogénéité des paysages forestiers, on s'est dit qu'on pouvait travailler sur ce qu'on appelle les milieux interstitiels, c'est-à-dire les interfaces entre deux peuplements ou entre un peuplement et puis une piste forestière par exemple. Et là on se dit, pourquoi ne pas travailler sur ces interfaces et donc sur ces lisières et donc à la limite planter des arbres le long des pistes forestières ou le long des plantations de conifères, des mélanges d'essences, des feuillus, etc. et contribuer à augmenter l'hétérogénéité, fournir des habitats favorables aux espèces et puis intégrer des barrières à la dispersion ou à la propagation des aléas. Et donc on voit tout de suite que ce réseau de lisières ou de haies de feuillus appelle à un paysage que vous connaissez bien en milieu agricole, qui est le paysage du bocage, le bocage qu'on connaît en Bretagne, en Normandie, etc. Et donc, par analogie, on a eu l'idée de tester cette solution qui est de rendre le paysage de plantation plus hétérogène par des haies de feuillus multispécifiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a appelé ça le bocage forestier. Et donc,
on l'a appliqué à un contexte que vous connaissez peut-être, qui est la forêt des Landes de Gascogne, qui est ce grand paysage homogène de plantations de pins maritimes, qui sont de même composition, d'un âge quand même relativement homogène, et où donc on avait la possibilité d'agir pour le rendre plus hétérogène. Donc cette approche de bocage forestier constitue à notre avis une solution fondée sur la nature. Donc je reprends un petit peu la définition qu'on a entendue ce matin pour montrer. Alors j'ai pas vérifié que ça vérifiait les 8 critères et les 284 indicateurs, mais en tout cas les grands principes. Donc d'abord, ça doit répondre à un défi sociétal. Alors ici, nous, on a en termes de défi d'augmenter la résilience de la forêt des Landes aux aléas dont je vous ai parlé, incendie, tempête, attaque d'insectes, donc par des mesures de protection contre ces aléas. Et puis dans un cadre de gestion durable ou de restauration des écosystèmes, donc là c'est restaurer finalement la fonctionnalité et la résilience des paysages de plantation. Et il faut que ça bénéficie à la fois aux hommes et à la nature. Donc le bénéfice aux hommes, c'est maintenir des fonctionnalités à la forêt, notamment les produits et les services forestiers qu'on connaît bien, mais c'est aussi et surtout conserver la biodiversité, puisque c'est vraiment l'objectif principal, un des objectifs principaux des SFN. Et puis, donc, ça vise à relever des défis majeurs. Donc là, nous, on est dans le cadre du changement climatique, en réduisant les risques multiples et en favorisant une conservation de la biodiversité, donc en atténuant finalement le déclin de la biodiversité. Alors je disais tout à l'heure, c'est un concept, mais c'est aussi une méthode, et notre méthode qu'on a voulu appliquer, c'est celui du Living Lab, ou du laboratoire vivant, et qui est une approche qui est fondée sur une collaboration étroite, dès le départ, avec ceux qui utiliseront in fine la solution, ce qu'on appelle les utilisateurs finaux ou les gestionnaires, dans un processus de développement d'une solution qui est, par principe, pour les Living Labs, une solution innovante. Donc on cherche à faire des choses qu'on n'a jamais testées pour essayer de trouver quelque chose qui marche mieux que des solutions anciennes. Alors ici, nous, on a identifié les différents acteurs, on les a réunis, et on a établi ensemble un diagnostic, et on a essayé d'identifier les besoins communs. Donc le diagnostic, il est ce que je vous avais déjà présenté, c'est-à-dire une fragilité finalement de l'écosystème de plantation de pins maritimes, avec un besoin d'augmenter la résilience ou la résistance. Et donc on a ensemble réfléchi à une solution possible qui est finalement de baser sur la construction de haies de feuillus au milieu d'un paysage de plantation, parce que ça correspondait à une option de diversification qui n'entamait pas sur le régime de sylviculture classique et donc qui ne gênait pas les habitudes culturelles et économiques des acteurs locaux, puisqu'on n'empiétait pas, on ne modifiait pas une sylviculture de plantation vers une sylviculture, on va dire, plus complexe, de mélange d'essences. Et puis, l'objectif d'un Living Lab, c'est de déployer cette solution dans un cadre, dans un territoire donné et dans un contexte réel. Et donc là, on a, nous, agi directement sur un territoire atelier où on a commencé à planter des nouvelles haies et où on a aussi analysé les anciennes. Et puis, le processus de laboratoire vivant, c'est quelque chose qui s'enchaîne, c'est-à-dire qu'on a des cycles d'implémentation de recherche, on les évalue, on les discute avec les acteurs et puis on adapte nos recherches en fonction des résultats précédents. Donc c'est un processus itératif où finalement le résultat de la recherche, donc on appelle ça aussi recherche-action, le résultat de la recherche est immédiatement dévoilé aux gestionnaires, aux acteurs avec qui l'on travaille. On n'attend pas le temps classique de la recherche fondamentale où on passe 2 ans à faire notre recherche, 3 ans à la publier, 5 ans à ce que ça soit traduit en français et 10 ans avant que ce soit implémenté. Donc l'idée, c'est une restitution presque au jour le jour, enfin tout au moins année après année de nos résultats, de façon à ce qu'on s'adapte et qu'on marche ensemble. Donc très vite, le consortium de ce laboratoire vivant, c'est l'ensemble des partenaires qu'on a réunis en région Aquitaine. Je passe sur les détails, mais en gros, il y a les gestionnaires forestiers, les propriétaires de la forêt publique ou privée. Il y a aussi les acteurs qui font la gestion, qui font l'exploitation. Et puis, il y a
les acteurs institutionnels, il y a aussi ceux qui gèrent le risque, notamment la défense contre l'incendie, et puis ce qu'on appelle les acteurs de la conservation de la nature, donc le parc naturel régional, ou des associations qui appartiennent à France Nature Environnement. Et alors, le financement, là, c'était un peu confortable par rapport aux acteurs, puisque c'était un financement que nous, on a apporté via 2 projets Horizon Europe, Superbe et Coto Adapt, avec aussi le soutien de la région, qui a une politique de transition écologique qui s'appelle Néoterra en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà un peu le territoire d'études que l'on a aussi négocié, enfin pas négocié, mais discuté avec les acteurs, avec des critères. Donc il fallait que ça soit pas trop loin des laboratoires ou des instituts ou de Bordeaux pour y aller vite. Il fallait que ça soit représentatif de la forêt des Landes de Gascogne. Il fallait aussi qu'il y ait eu des aléas, donc on voyait qu'on est en partie sur la zone incendiée. Tous ces critères-là ont défini cette zone atelier où on implémente, comment dirais-je, on applique nos actions de recherche, mais aussi on a les acteurs présents qui peuvent voir comment ça se passe. Et donc c'est à peu près 50 000 hectares qui est dans une zone qui n'est pas très loin du bassin d'Arcachon. Et alors dans cette zone-là, on a identifié l'existence de haies anciennes que vous voyez sur la photo aérienne ici, là, typiquement. Donc en photo infrarouge, on voit que les feuillus sont un peu plus clairs que les pins maritimes. Voilà. Et puis là, c'est une photo par drone qui vous montre ça. Donc le territoire avait déjà auparavant un certain nombre de haies qui avaient été gardées, pas forcément pour des raisons fonctionnelles, c'est plutôt pour des limites de propriété ou pour la chasse, pour la cueillette de champignons, etc. Et donc il y a une histoire culturelle un petit peu de la haie dans ce milieu-là, mais qui n'avait jamais été ni reliée pratiquement avec la conservation de la biodiversité, ni évaluée en termes de fonctionnalité pour limiter la propagation des aléas. Donc c'est ça qu'on a engagé dans nos projets de recherche, et je vais vous montrer un certain nombre de petits résultats illustrant ces fonctionnalités. Le premier objectif, c'était de montrer par exemple que ça pouvait avoir un effet pour la protection des pins maritimes contre des attaques de ravageurs. Et le principal ravageur de nos régions, c'est la processionnaire du pin, que vous connaissez peut-être pour la présence... pour la présence de nids, comme ça, qu'on voit blanc dans les arbres. Donc ça, c'est une chenille qui fait de la défoliation, donc qui limite la croissance de l'arbre, mais qui a la mauvaise idée d'être aussi très urticante, et donc les gens la connaissent. Donc c'est urticant pour nous et pour les animaux familiers, ça provoque ces défoliations majeures de façon cyclique, à peu près tous les 7 ou 8 ans. Donc les forestiers landais sont très au courant et sont aussi assez inquiets des défoliations de la processionnaire. Et donc nous, on a essayé de regarder en quoi les haies de feuillus assuraient une protection des attaques des pins maritimes par la processionnaire du pin. Et c'est ce que je vous montre sur ce graphe. On a effectivement démontré qu'en bordure de pins, on a les attaques principales de la processionnaire du pin, mais par contre, quand la plantation de pins maritimes est bordée par une haie, on a une diminution des attaques de la processionnaire. Donc d'autant plus que la haie est grande et notamment aussi haute que les pins. Et en fait, ça s'explique par le fait que les haies de feuillus cachent les pins de la vision en fait de la femelle de processionnaire qui va pondre sur les arbres derrière, les pins maritimes derrière, mais aussi par le fait que les haies de feuillus émettent des odeurs qui sont répulsives par rapport à la processionnaire du pin. Donc on a cet effet de protection par les haies, avec cette diminution-là. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que la quantité de feuillus dans le paysage a un rôle assez important, puisqu'on voit que dans les paysages où la quantité de feuillus est forte, on a en moyenne beaucoup moins d'attaques de processionnaires que dans les paysages où on a une majorité de monocultures de pins maritimes. Et ça s'explique par un troisième phénomène, au-delà du masquage physique et chimique, c'est le fait qu'il y a des ennemis naturels qui prédatent la processionnaire du pin, et notamment des oiseaux. Alors ce qu'on a fait pour le vérifier, on a mimé une procession de processionnaires avec des chenilles en pâte à modeler, qui sont ici représentées, vous voyez, ça ressemble à une chenille, donc on les a installées sur des branches pour mimer une procession. Et en fait, les oiseaux sont des animaux très curieux. Quand ils voient une forme allongée en forme de chenille, ils arrivent et puis ils la goûtent avec un coup de bec.
et si c'est bon, ils le mangent. Et donc là, on peut servir de cette méthode-là pour compter les actes de prédation, en fait. Oula, faut que j'accélère vraiment beaucoup. Et en fait, donc, ce qu'on a montré, c'est que on a plus de prédation en bordure de haies, de feuillus, et que cette prédation est essentiellement due à la mésange charbonnière que vous voyez ici. Et donc, on a une corrélation, finalement, entre les actes de prédation et la quantité de mésange charbonnière qui trouve dans les haies de feuillus des zones de nidification. Et donc, on a une facilitation du contrôle biologique par les ennemis naturels quand on augmente la quantité de feuillus dans le paysage de pins maritimes. Les haies de feuillus ont un autre avantage, c'est qu'elles minimisent les dégâts de tempête en ayant un rôle. Alors, ce que je vous montre ici, quand c'est une haie ici assez bien structurée et stratifiée, il y a d'abord un effet de filtre et ensuite il y a un effet de modification des turbulences avec moins d'oscillation du peuplement qui se trouve derrière la haie que quand il est exposé directement sans lisière. Et donc on atténue aussi les dégâts de tempête. Et puis on a aussi un travail sur ce qu'on appelle les green barrières, enfin les barrières vertes, qui montrent que des lisières de feuillus ralentissent la propagation du feu. D'abord parce que c'est des essences moins inflammables, ensuite parce que le microclimat associé est plus frais et humide, et donc le feu a tendance à se ralentir. Et c'est quelque chose qui semble plus opérationnel que les traditionnels pare-feux qui sont ouverts, où là, il n'y a pas de limite à la propagation des flammèches, et donc la propagation se fait plus facilement de peuplement de pins en peuplement de pins. Donc voilà la fonctionnalité, donc un des aspects de la SFN qui est de trouver une solution à des problèmes, notamment ici d'atténuation du risque, mais on a aussi regardé l'aspect contribution à la conservation de la biodiversité, et on a fait une étude multitaxonomique de la biodiversité dans les haies de feuillus. Donc je vous les remonte à nouveau ici. Donc multitaxonomique parce qu'il faut bien avoir en tête que la biodiversité, c'est pas que les plantes ou c'est pas que les oiseaux, c'est un peu tout ça. Donc nous, on a analysé un certain nombre de groupes, donc les plantes vasculaires, les papillons, les araignées, les carabes, les oiseaux, les reptiles. Et donc on les a comparés entre les plantations de pins maritimes et puis les haies de feuillus associées. Et ce qu'on a montré ici, c'est qu'on a un indice de diversité multitaxonomique qui est d'autant plus fort qu'on est dans des haies de feuillus, et ensuite que ces haies de feuillus soient elles-mêmes connectées à des îlots de feuillus. Donc on a cet effet de refuge et d'habitat favorable des haies de feuillus dans le paysage de pins maritimes, et avec aussi l'intérêt d'un réseau connecté pour favoriser le déplacement des espèces. Juste très rapidement, on voit aussi ici, c'est une projection en fait de l'assemblage des espèces, donc l'analyse des communautés d'espèces. Et ce qu'on voit ici en vert, c'est que les plantations de pins maritimes sont bien différentes de la biodiversité qu'on trouve dans les haies. Donc en fait, on a un effet de complémentarité de la biodiversité, et donc on a bien cet effet additif des îlots de feuillus ou des haies de feuillus par rapport aux plantations de pins maritimes. Et donc on a une additivité. Et alors ce qu'on a aussi montré, c'est qu'on a davantage d'espèces forestières, donc spécialisées de l'habitat forestier dans les haies de feuillus que dans les plantations de pins maritimes. Donc ça, c'était le premier volet, démontrer l'intérêt des haies. Et le deuxième, c'est activer la diversification du paysage de plantation en plantant des nouvelles haies, puisqu'on démontre qu'elles sont utiles et efficaces. Et donc pour cela, on a encore travaillé en termes de Living Lab, en décidant du choix des essences qu'on allait planter dans ces nouvelles haies. Donc je passe sur les détails, mais en gros, on s'est mis d'accord sur des critères. Donc il fallait que ce soit des espèces endémiques pour qu'il y ait une source de graines locales. Il fallait que ces essences soient résistantes à la sécheresse, aux aléas climatiques, et puis aussi qu'elles abritent potentiellement de la biodiversité. Et après une bonne année de discussion avec les porteurs d'enjeux, on est tombé sur une liste de 11 essences que l'on a retenues et dont on fait comment dirais-je, un bouquet fonction des conditions pédoclimatiques où on va les planter. Donc en gros, on a un mélange de 5 essences à chaque fois. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on teste des méthodes de plantation pour que ces haies mélangées de feuillus soient viables et qu'elles s'entretiennent sans beaucoup d'apports ni humains ni économiques, et aussi pour qu'elles soient compatibles avec les méthodes de plantation
culturellement en place dans les Landes. Donc on a travaillé avec des pépinières pour qu'ils produisent des feuillus en motte, c'est un peu technique, de la même façon que l'est le pain maritime, pour que le planteur n'ait pas à se poser des questions comment il va planter ses feuillus. Et aussi, on s'est rendu compte que le planteur avait du mal à organiser le mélange des essences de façon un peu aléatoire, et donc on a travaillé sur des paniers d'essences qui sont directement mélangées en pépinière. Il n'a pas à se poser de problème, il plante les unes après les autres et il arrive au mix que l'on souhaite. Et donc on teste différents mélanges, on teste différentes densités et différentes largeurs de haies. Et donc ce laboratoire grandeur nature va nous aider à optimiser finalement la solution de plantation. Donc pour l'instant on en est à plus de 20 km de haies plantées. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a commencé par le territoire de notre Living Lab, mais que ça s'étend bien au-delà, donc ce qu'on appelle un changement d'échelle, et qui nous permet donc de démontrer l'intérêt de ces haies sur une plus large gamme de conditions pédoclimatiques. Alors on en est maintenant à chercher des perspectives pour maintenir à long terme cette approche-là. Donc déjà utiliser des mesures incitatives, notamment le label bas carbone, mais donc je pense que Christine t'en parlera mieux tout à l'heure. Et donc on voit qu'il y a dans ce cadre-là des co-bénéfices attendus pour la biodiversité par la création de bordures feuillues. Donc on peut s'inscrire dans ce genre de démarche, mais on peut essayer d'aller un peu plus loin. Et puis, et voilà, parce qu'il faut trouver un système de financement un petit peu à long terme. Donc pour conclure, parce que je suis trop long, non ça va, je dirais que le bocage forestier tel qu'on l'a mis en place semble bien répondre aux attendus des solutions fondées sur la nature, puisque ça répond, comme on disait ce matin, à des défis sociétaux. Là, c'est la résilience de la grande plantation de pins maritimes aux perturbations liées au changement climatique, avec un bénéfice, bien sûr, pour l'homme, mais aussi pour la nature, puisqu'on démontre que nos haies permettent une conservation de la biodiversité, que cette démarche de SFN a bénéficié de l'approche Living Lab, puisqu'on a pu construire avec les acteurs une solution qui leur semblait tolérable, mais aussi opérationnelle. Et puis que le fait de partager des résultats nous ont permis d'aller plus loin et plus rapidement. Par exemple, le retour des opérateurs sur la plantation de feuillus qui était difficile nous a permis de travailler avec les pépiniéristes, avec les planteurs, etc. Du fait qu'on a maintenant une solution quasi commerciale. La coopérative forestière vend maintenant l'option de haies multiples, uniquement 3 ans après le début du projet, donc c'est assez rapide en termes de transfert opérationnel. Alors ce qui reste à mesurer et à réaliser, c'est ce que je disais, c'est un financement à long terme, donc réfléchir aux politiques publiques qui permettraient d'avoir des mesures incitatives, mais reste aussi la question de la gouvernance. Qui va gérer ces haies? Parce que est-ce qu'elles appartiennent finalement à la collectivité ou au propriétaire qui a sacrifié quelques rentes maritimes pour les planter? Et là, on voudrait s'inspirer finalement de la gestion des pistes forestières, notamment liées à la défense contre l'incendie, où c'est une gestion collective, où il y a une cotisation pour les entretenir afin de permettre l'accès aux pompiers. On pourrait imaginer que ce réseau de haies de feuillus soit une infrastructure gérée collectivement avec une contribution quasi systématique des propriétaires, puisque on voit bien que ce réseau de haies bénéficie à la collectivité partagée au niveau du territoire, puisque si ça limite le feu, ça évite que le voisin trouve ses forêts incendiées, par exemple. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en termes de solutions appliquées pour fondées sur la nature des forêts des Landes de Gascogne. Merci pour votre attention. Merci. Pour une première question, on va rebondir sur la question justement de la gouvernance. Oui. Et là, vous avez parlé du Living Lab avec un consortium multipartenaire. Donc, quelles seraient les difficultés rencontrées justement pour la mise en place de ces solutions fondées sur la nature? Quel type de gouvernance serait efficace pour ce déploiement? Alors, je suis passé un peu vite, mais ce que démontrent finalement nos premiers résultats, c'est que ce qui compte, c'est la quantité. Donc, c'est Philippe, et je ne sais pas, il est où dans la salle, mais enfin, c'est un résultat classique en écologie du paysage. C'est la quantité d'habitat qui compte plus que leur connectivité finalement. Et donc, en fait, ce qui nous semble nécessaire, c'est d'augmenter la densité de haies et donc de convaincre finalement les propriétaires d'accepter
Alors c'est souvent à l'occasion d'une coupe rase, de ne pas replanter 100% de la surface, mais de laisser, on va dire, 5 ou 10% pour planter ça. Donc c'est une question de convaincre les propriétaires dans un système où 98% de la propriété est privée, où chacun décide en son âme et conscience de ce qu'il veut faire de sa propriété. Et donc là, on est obligé de passer par des intermédiaires qui sont les conseillers forestiers, qui sont les experts forestiers, qui sont les coopératives. Donc c'est comme ça qu'on a plutôt réfléchi. C'est une gouvernance, je dirais pas forcément directement bottom-up qui embarque tout le monde, mais qui passe par, je ne sais pas si on appelle ça les corps intermédiaires, mais on va dire les techniciens, les ingénieurs, enfin, qui sont à l'interface entre le propriétaire et puis nous. Alors, il y a une autre question qui est posée. Alors, peut-il y avoir des désavantages opérationnels en termes de biodiversité et son pilotage? Et un peu lié à ça, quel est le ratio économique entre justement les dégâts des aléas et un éventuel surcoût? Alors, des désavantages, il n'y en a pas beaucoup. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est quand on travaille sur des connectivités pour des corridors de déplacement d'espèces pour favoriser la biodiversité, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une espèce invasive qui bénéficie de ces corridors pour aussi se propager. Donc, mais comme on a montré inversement que la diversité des essences forestières était un frein à l'invasion biologique, c'était une diapo du début, en fait, on va limiter ce risque en ayant des lisières, des haies de feuillus multispécifiques. Donc, on veut absolument éviter une lisière que de chênes ou que de bouleaux. Et donc, c'est comme ça qu'on réduit ce risque d'effet négatif qui est quand même minoritaire par rapport aux effets positifs. Et la deuxième partie de la question que j'ai oubliée. Le ratio entre les avantages, les aléas. Alors là c'est là où on a besoin, donc dans la prochaine phase du projet, c'est de s'associer effectivement avec des économistes ou d'autres collègues des sciences humaines et sociales pour analyser les coûts-bénéfices. Parce que pour l'instant, le modèle économique était simple, puisque tout était apporté par la région ou par les projets européens, donc le coût était faible. Après, voilà, c'est un calcul compliqué parce qu'en forêt, il faut cumuler les coûts sur la longueur de la révolution avec un bénéfice qui est à la fin au niveau de l'exploitation. Donc ça, c'est des calculs un petit peu compliqués. Et donc, on imagine et on commence à travailler sur des modèles à base de processus pour identifier les produits finaux, leur valeur, à mettre au regard des coûts accumulés au cours des 40 ans ou 50 ans de la plantation de pins maritimes, par exemple. Justement, il y avait une question sur le temps, sur l'évolution dans le temps et à quel point cela a pu être étudié de ces systèmes. Donc, alors, on est bien conscient que les arbres qu'on plante, ils vont mettre du temps à pousser, mais il faut démarrer bien un jour. Hein. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille plutôt à connecter des haies présentes avec des haies nouvelles. Mais avec voilà, le forestier est un homme patient et il sait que tout n'arrive pas tout de suite, quoi. Donc on ne peut pas planter des arbres de haute tige en forêt et ça coûterait trop cher et ça serait compliqué. Donc il y aura un temps de réponse qui sera effectivement assez lent. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.